Bien. Alors, bonjour à toutes euh, Bonjour. et bienvenue à ce webinaire. Bonjour. Bonjour. Voilà. Alors, bienvenue à toutes et à tous et bienvenue à ce deuxième webinaire organisé par l'Institut national du travail et son partenaire Emploatic. Alors, le webinaire d'aujourd'hui aura pour thème médecine du travail, entreprise, quelles relations pendant la pandémie Covid-19. Il sera animé par des spécialistes en médecine du travail, confrontés depuis plusieurs mois à cette pandémie. Alors, il s'agit de Madame Ider Laïb Shrifa, qui est professeure en médecine du travail et chef de service du service de médecine du travail du CHU Blimsous, ainsi que deux membres de son équipe. Alors, Madame Kassed Nadia, maître de conférence en médecine du travail, et Madame Sherikh Nadia, maître assistante en médecine du travail. Pour ma part, donc je suis Abdeslam Mouarek, médecin du travail et consultant. Alors, avant de commencer, je tiens avant tout à remercier Monsieur le directeur de l'INT et son staff, ainsi que le partenaire Emploatic pour cette louable initiative. Alors, le principe de ce webinaire est l'interactivité. En fait, il s'agit de poser des questions sur l'espace dédié que vous avez et les spécialistes vont essayer d'apporter des réponses objectives. Pour introduire ce webinaire, je fais un rappel succinct des missions de la médecine du travail et du médecin du travail telles qu'elles sont prévues par la législation de la réglementation algérienne. Et je passerai la parole après au professeur Ider El Laïb pour parler de l'expérience en service durant cette pandémie. Alors, quand on parle de médecine du travail en Algérie, je dis bien en Algérie, trois éléments importants sont à prendre en compte. Le premier point, c'est que le droit à la protection, à la sécurité, à l'hygiène dans le travail est consacré par la Constitution algérienne. Le deuxième point important, c'est que la médecine du travail est une institution légale. Ça veut dire qu'en fait, tout ce qui va se faire en médecine du travail est quelque part inscrit dans les textes, mis à part, bien sûr, l'art de le faire, l'art de faire de la médecine et l'art de faire des choses. Et le troisième point aussi important, c'est que la protection de la santé des travailleurs par la médecine du travail est partie intégrante de la politique nationale de santé. Je veux dire, quelque part, le médecin du travail et le médecin traitant du travailleur qu'il prend en charge. Bien que la médecine du travail existe en Algérie depuis 1956, en fait, par transposition d'une loi française de 1946 en 1956, son ancrage juridique actuel s'appuie sur la loi 88-07 relative à l'hygiène, la sécurité et la médecine du travail, le décret exécutif 93-120 du 15 mai 1993 relatif à l'organisation de la médecine du travail et tous les textes d'application. Alors, que dit la loi? La loi dit que la médecine du travail constitue une obligation de l'organisme employeur. En plus, c'est lui qui la finance, elle est à sa charge. Ces missions sont essentiellement préventives et accessoirement curatives. Et avec des objectifs bien définis, d'ailleurs par l'article 12 de cette même loi. On y verra effectivement dans les objectifs de la promotion de la santé, on y verra de la prévention et de la protection, on y verra de l'identification des risques, on verra aussi de l'adaptation du travail à l'homme, c'est-à-dire de l'aptitude, on verra effectivement dans les objectifs la réduction des cas d'invalidité, l'évaluation du niveau de santé des travailleurs, l'organisation des soins d'urgence et des traitements ambulatoires, mais même la contribution à la sauvegarde de l'environnement. En fonction de son effectif et des listes professionnelles qui vont exister dans son entreprise, l'employeur est tenu soit de mettre en place un service de médecine du travail autonome, soit de créer ou de participer à la création d'un service interorganisme de médecine du travail, soit d'établir une convention type avec une structure sanitaire, ou bien éventuellement, si ce n'est pas possible, de conventionner toute structure compétente en matière de médecine du travail ou carrément tout médecin habilité. Alors le médecin habilité, à ce niveau-là, c'est un médecin spécialiste en médecine du travail qui est installé dans le privé. Alors les objectifs fixés par cette loi vont se décliner en activité du médecin du travail. D'ailleurs, qu'on va regrouper en 4 grands axes importants. Le premier axe est dans l'activité médicale proprement dite. On va parler des visites médicales, d'embauche, de visites périodiques, visites de reprise, visites spontanées, tout ça, et en même temps la décision d'aptitude
Il y a le deuxième axe extrêmement important et qui est même nécessaire pour son activité, c'est l'étude et la surveillance des conditions de travail. Le troisième axe n'est pas de reste, ça veut dire qu'il est le médecin du travail et conseiller de l'employeur en matière d'hygiène, sécurité et médecine du travail, et notamment conseiller de la commission paritaire d'hygiène, sécurité, et là c'est un rôle extrêmement important et d'actualité. Bien sûr qu'il y a d'autres activités du médecin du travail qui sont des activités médico-administratives. Voilà quelque chose de très succinct par rapport à la médecine du travail. Et dès le début de la pandémie Covid-19, des instructions et des notes émanant de la Direction générale de la prévention et de la promotion de la santé, du ministère de la Santé, sont venus orienter l'activité du médecin du travail. Et là, je vais passer la parole au professeur Ider Laïb pour nous en parler et parler de l'expérience de son service. À vous la parole, professeur Laïb. Merci, docteur Warek. Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. En application de ce que vient de résumer succinctement le docteur Warek, avec sa riche expérience, il arrive à nous condenser tout ce que l'on doit faire. Et en application donc de tout ça, on s'est organisé au niveau de notre service qui est composé de une équipe assez restreinte. Il y a un prof, un maître de conf, 3 maîtres assistants et une douzaine de résidents et 2 médecins généralistes qui travaillent avec nous dans le service. Et il est vrai que nous avons la charge d'un certain nombre d'entreprises, mais nous avons la charge aussi d'un hôpital et d'un CHU qui est assez important, le CHU de Nimsous, qui comporte 4000 travailleurs quand même. C'est une grosse entreprise. Et c'est pour ça que dans le titre de ce webinaire, je pourrais ajouter médecine du travail, entreprise, établissement et relations pendant la pandémie Covid, parce que on s'est rendu compte que les travailleurs de l'hôpital sont en fait les cordonniers mal chaussés. Et effectivement, la consultation dédiée aux hospitaliers s'est vue gonflée et renforcée à cause de cette épidémie. Mais au commencement, il y a eu quand même en novembre et décembre l'épidémie de grippe. Ça, il ne faut pas l'oublier. Nous avons eu une grosse épidémie de grippe qui a entraîné de gros problèmes de santé dans la population et chez les hospitaliers qui prenaient en charge cette grippe qui a été particulièrement méchante et qui a fait des morts à cause du H1N1, H5N1 bien avant qu'on en arrive au Covid. Ce qui fait que dans notre CHU, nous avons été confrontés à des difficultés dès le départ. Et nous avons été obligés de mettre une cellule de crise grippe avant qu'on en arrive à la cellule de crise Covid. Ce qui a fait une continuité, si vous voulez, depuis le mois de novembre à ce jour. Si on compte bien, nous sommes quand même à plus de 8 mois de travail ininterrompu autour de ces problématiques d'épidémie. Nous nous sommes organisés d'abord pour accompagner les entreprises dans le déconfinement, c'est-à-dire lorsqu'il a fallu donner des listes de travailleurs qui pouvaient bénéficier du décret présidentiel et de les mettre à l'abri en utilisant le télétravail ou carrément le confinement. Il fallait retrouver les listes de tous les travailleurs porteurs de pathologies qui pouvaient les mettre en danger s'ils devaient être en contact avec ce virus, et les femmes enceintes et les mamans d'enfants en bas âge. Mais ça ne s'est pas limité à ça. Les entreprises, certaines ont carrément fermé, d'autres ont vraiment réduit leur activité. Du coup, la coupure avec les entreprises a été presque réelle pendant plusieurs mois. C'est pour ça qu'on arrivera maintenant à parler de déconfinement et des problèmes qu'il pose aujourd'hui au niveau des entreprises pour la reprise de travail. Mais nous n'avons pas chômé puisqu'il fallait s'occuper des populations de soignants au niveau de notre CHU qui est quand même important, et il a fallu donc faire les choses dans l'ordre sans attendre une quelconque directive, et nous avons commencé à travailler bien avant les directives du ministère de la Santé, de notre ministère de tutelle. Grâce à notre connaissance justement des missions qui nous sont
dédiés par les textes législatifs de notre pays et les textes réglementaires, nous avons organisé une consultation pour les travailleurs par rapport à l'aptitude à être confrontés au Covid. Nous avons fait le tri entre ceux qui pouvaient et ceux qui ne pouvaient pas, et nous avons donc organisé une consultation aptitude en prenant en compte ce qui était connu à l'échelle nationale et internationale par rapport à la gravité d'être exposé à ce virus. Et nous avons donc établi une liste de pathologies plus ou moins graves, de traitements plus ou moins importants qui nous permettaient de faire la consultation d'aptitude et de pouvoir organiser les flux de ressources humaines pour que l'activité puisse être continue au niveau de notre hôpital. Les difficultés sont multiples. Probablement que beaucoup d'entre les médecins qui sont sur la liste des participants ont dû en rencontrer. Nous les avons résolus au fur et à mesure. On pourra en discuter si les questions y viennent. Et nous sommes aujourd'hui à une phase où le nombre de soignants contaminés devient important. C'est-à-dire que nous abordons la problématique du retour après Covid, l'aptitude pour ceux qui ont été hospitalisés ou pas, symptomatiques ou pas, avec des examens complémentaires effectués ou pas. Et toutes ces difficultés sont gérées au jour le jour, au cas par cas, dans un service qui fonctionne tous les jours de 8h à 16h, en plus des gardes Covid de tri auxquels notre équipe participe avec l'ensemble du personnel de l'hôpital. Voilà ce que je peux dire en résumé, et les questions préciseront sur quoi les collègues et autres profils qui sont sur la liste des participants voudraient qu'on précise. Merci, professeur Ider Laïb. Je ne sais pas si professeur Kassed et docteur Chader voudront rajouter quelque chose. Personnellement, non, j'ai rien à rajouter. Je suis en train de lire les questions et préparer entre-temps les réponses. On va y aller pour les questions, il n'y a pas de souci. Voilà, je laisse la parole au docteur Chader. Bonjour à tous. Donc, c'est un plaisir d'assister au webinaire et de partager avec vous notre expérience quand même qui a duré depuis le mois de janvier concernant la pandémie du Covid. Et franchement, on a eu beaucoup de difficultés à gérer sans, bien sûr, directive ministérielle. Et la problématique concernant la prise en charge des cas Covid, que ce soit en milieu hospitalier ou en entreprise, quand même, a suscité de nombreuses, c'est-à-dire de nombreuses situations et difficultés à gérer ce type de situation. Et on aimerait bien partager, bien sûr, notre expérience par rapport à la prise en charge des cas suspects et confirmés en entreprise et en milieu hospitalier, et surtout et particulièrement les mesures de déconfinement auxquelles le médecin du travail a été sollicité par les responsables d'entreprise, surtout par rapport à la reprise de travail des travailleurs présentant des affections vulnérables. Donc, on est là, on va essayer de répondre à toutes les questions et partager avec vous notre expérience par rapport à cette pandémie sur les lieux de travail. Bien. Alors, je vois qu'il y a une question de Amina Rezak à propos de la reprise des travailleurs qui ont bénéficié du confinement décidé par le président, et si c'est une visite de reprise réglementaire. Je pense qu'avant celle de Rezak, il y en a d'autres. On va peut-être les lire au début. Oui, vas-y. Oui, je crois qu'il y en a une en arabe. Je vais essayer de la lire en arabe. Je pense que celle en arabe, la personne, M. Houssam Dejnoufi, s'inquiète que les services de médecine du travail ont fermé leurs portes aux entreprises parce qu'on avait à prendre en charge les hospitaliers. Ben voilà, exactement. En tout cas, c'est la réalité. C'est vrai qu'on a un peu fui nos responsabilités par rapport à ça. Pas tous, parce qu'on a pu quand même s'occuper des entreprises au début, celles qui sont restées quand même ouvertes. Mais c'est vrai qu'on a un peu délaissé les entreprises par rapport à ça. Qu'ils veuillent nous excuser pour ça. Mais on s'est réorganisé depuis quelques temps, quand même, depuis quelques jours, et on a repris notre activité au niveau des entreprises. Alors, j'ajouterais
J'ajouterai, tu permets, Warek, Bien j'ajouterai sûr. que nous avons d'un commun accord avec les entreprises évité de faire venir les travailleurs dans les services à Oui, l'intérieur aussi. de l'hôpital pour des raisons, pour éviter la contagion. C'est le premier point. Notre service est resté ouvert avec une ligne téléphonique et les entreprises pouvaient nous contacter à n'importe quel moment. On répondait en allant sur site pour éviter qu'ils ne viennent à l'hôpital pour les raisons que je viens d'énoncer. Mais toute l'activité froide a été arrêtée, pas seulement pour les entreprises, que ce qui est notre cas en médecine du travail, mais y compris dans les services hospitaliers autres que médecine du travail, parce que on évitait le contact des personnes qui n'étaient pas en contact direct avec le Covid, on évitait qu'ils viennent à l'hôpital. C'est surtout pour ça. Moi, je voulais rajouter que beaucoup d'entreprises ont continué à travailler, leurs services de médecine du travail, leurs médecins du travail ont continué à travailler. Je parle des grandes entreprises, à l'instar de Sonergat, Sonatrach et d'autres. Oui. Il y a aussi pas mal d'institutions, en tout cas de structures compétentes en médecine du travail qui sont conventionnées avec les entreprises, qui ont continué aussi à travailler pour le maintien justement de cette activité. Je pense qu'effectivement, c'est que les structures de santé ont suivi un peu les instructions du ministère de la Santé qui a parlé un peu de diminuer un peu l'activité, mais pas toute l'activité. De toute façon, c'était le minimum. Et puis, beaucoup d'entreprises n'ont pas souhaité effectivement, en tout cas, laisser leurs travailleurs aller dans les... Voilà, je pense que c'est un peu ça. Alors, la deuxième question, nous vient du docteur Hachkoula, donc Youssouf Hachkoula. Quelle conduite à tenir avant, devant un cas suspect Covid-19 d'un employé dans une entreprise? Comment agir pour éviter la contagion des autres employés? Voilà. Je pense que là vous aurez aussi à y répondre. Alors, quelle conduite à tenir devant un cas suspect? Je ne sais pas si avant ou devant. Je pense devant. Non, devant. Devant un cas suspect. Dans une entreprise, comment agir? D'un employé dans une entreprise. Alors, et comment agir pour éviter la contagion des autres? Alors, nous, sur le plan pratique, on a établi un protocole de suivi des sujets contacts sur les lieux de travail. Bien sûr, en se référant aux notes et instructions ministérielles. Dans un premier temps, donc, le responsable du département ou le représentant de l'entreprise ou la HSE doit établir la liste des sujets contacts qui ont été en contact avec le cas, soit confirmés ou bien suspect, parce qu'en fait, la prise en charge diffère si le sujet contact a été en contact avec un autre travailleur symptomatique ou carrément il a été en contact avec un autre travailleur qui est suspect et qui était en contact avec un parent ou un proche. Donc, la prise en charge est différente. Donc, le représentant de l'administration doit, dans un premier temps, établir la liste de tous les travailleurs qui ont été en contact avec ce sujet contact. Dans un deuxième temps, c'est le médecin du travail qui doit, si vous voulez, établir la liste des personnes à haut risque d'être contaminées ou bien à risque négligeable. Et bien sûr, les critères d'évaluation du niveau de risque de ce sujet contact sont établis par de nombreuses notes ministérielles dans la note numéro 20, 18, 10. En fait, ça a été rapporté et actualisé dans plusieurs notes ministérielles. Alors, ces critères d'évaluation du sujet sont établis par rapport à des critères épidémiologiques sur la notion d'exposition professionnelle. Si c'est un contact étroit ou bien contact bref, donc tout dépend du type de contact. Et bien sûr, sur le port et le mode et le type d'équipement de protection. Donc, je peux, si vous voulez, mettre à votre disposition donc le protocole qu'on a mis en évidence. Et si, par exemple, le sujet contact est asymptomatique, s'il est symptomatique, donc la décision de mettre en confinement ou de l'orienter vers une consultation Covid est évidente. Mais le problème se pose devant les sujets asymptomatiques. Donc, on essaie de faire une enquête par rapport à la date du dernier contact. Donc, la date du dernier contact est établie à partir de 48 heures avant le contact avec la personne, contact, et pendant les 14 jours d'isolement. Donc, si le sujet est asymptomatique et sur le plan clinique, il ne présente pas de comorbidité,
on le met bien sûr à condition qu'il n'y ait pas possibilité de le mettre en télétravail. Parce qu'il faut savoir qu'au fait, un confinement n'est pas considéré comme une incapacité à travailler, mais par contre comme une capacité à travailler, mais que le sujet ne peut pas se présenter sur les lieux de travail de crainte de contaminer le reste des travailleurs. Donc, on le met en isolement par rapport au fait à la dernière date de contact, parce qu'on ne peut pas les mettre systématiquement dans 14 jours. Si par exemple le travailleur occupe un poste de travail en alternance, donc si par exemple la date du dernier contact remonte à une semaine alors qu'il est pendant sa semaine off, s'il est toujours asymptomatique, on peut prolonger d'une semaine pour le mettre en isolement de 14 jours, bien sûr avec autocontrôle. Donc on lui recommande de prendre sa température 2 fois par jour et de surveiller l'apparition d'une symptomatologie évocatrice de Covid. Et en cas d'apparition de la symptomatologie, soit il contacte son médecin du travail, soit le 30-30, soit le 10-21. Et bien sûr, on le revoit à la fin de sa période d'isolement pour évaluer son aptitude à reprendre son poste de travail. Donc, au fait, la reprise de travail des sujets, elle diffère, hein, c'est au cas par cas. Merci, Dr. Chader. J'espère que Dr. Hachkoula est satisfait de la réponse. Alors, il y a une question sur le chat de Hicham et qui dit: est-ce que les visites de reprise sont obligatoires pour les employés qui ont été mis en confinement à titre préventif, au même titre que ceux qui sont déclarés Covid-19 positifs? Voilà. Alors, j'ai pas beaucoup. Alors, c'est une question. Le confinement à titre préventif, obligatoire à titre préventif, celui qui a été décidé par le décret présidentiel, c'est ça? Alors, la question n'est pas claire, justement. Je pense que c'est ça. Au même titre que ceux qui ont été mis en confinement préventif n'ont pas besoin d'une visite de reprise. Ils reviennent au travail après la fin du confinement, sans visite de reprise. Sauf s'ils sont symptomatiques. S'ils sont symptomatiques ou ils ont un problème quelconque, ils peuvent repasser par la case médecine du travail. Par contre, ceux qui ont été déclarés Covid-19, pour cela, la visite de reprise est obligatoire, quel que soit leur statut après. En fait, il faut faire… Je pense, professeur Laïb, oui. c'est que la question a été posée parce que beaucoup d'entreprises ont demandé à ce que les travailleurs qui étaient en congé exceptionnel passent en visite. Moi, je l'appellerais plutôt visite, même pas une visite de reprise, hein. C'est une visite d'information en fait et de sensibilisation. Voilà. Juste pour sensibiliser les travailleurs. Je peux ajouter un truc. Il faudrait que les entreprises comprennent que le déconfinement commence d'abord par toutes les modalités que l'entreprise doit mettre en œuvre justement pour respecter les mesures barrières, toutes les mesures barrières. Et elle doit contrôler si les gens ont leur masque, s'il y a la distanciation physique, s'il y a la distanciation sociale. Ça veut dire que la cantine doit être réorganisée, ça veut dire que le transport doit être réorganisé. C'est de tout ça que doit s'occuper l'entreprise avant de parler de visite de reprise. La visite de reprise, on l'a fait lorsqu'on a été absent pour cause de maladie. Elle est bien réglementée. Elle est réglementée. Les gens ont été absents pour cause de confinement décidé administrativement et qui a privilégié un certain nombre de travailleurs qui ont un profil particulier, c'est-à-dire ceux qui avaient une maladie chronique quelconque, ceux qui avaient des enfants en bas âge, les femmes ayant des enfants en bas âge et les femmes enceintes. Après ça, c'est des gens qui n'étaient pas déclarés inaptes à leur travail. C'est pas des gens qui ont été sortis du milieu de travail parce qu'ils avaient une maladie en cours d'évolution. Donc, je pense que les entreprises devraient inverser leur réflexion en commençant d'abord par mettre en place les modalités de reprise du travail pour accueillir des travailleurs après confinement, c'est-à-dire ceux qui ont été éloignés, qui ont fait du télétravail ou qui ont fait des congés exceptionnels. Et la reprise n'est pas obligatoirement par un passage obligé par la médecine du travail. En tout cas, d'ailleurs, c'est là où le rôle de conseiller du médecin de travail est extrêmement important. Voilà. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'à demander au médecin de travail qu'est-ce qu'il faudrait faire. Effectivement, le médecin de travail pourra donner les réponses qu'il faut par rapport à ça. Alors, une question on arrive à la question de Rezak, du docteur Rezak. Donc, la première,
Elle dit sur la note 18 du ministère de la Santé, il est précisé que la reprise après une infection Covid-19 est assujettie à l'examen d'un médecin du travail. Est-ce que cette remarque concerne aussi les travailleurs des entreprises qui ont été en confinement décidé par le président? Je pense qu'on a répondu un peu. C'est la même chose que l'autre, oui. Voilà, c'est la même chose, effectivement. Si je peux me permettre d'ajouter, docteur Warek, Non. on a été sollicité, par exemple, au service par une entreprise par rapport aux personnes qui étaient en confinement et qui sont tombées malades entre-temps. Et dont les responsables étaient au courant, et bien sûr, tous les employés sont au Ça, c'est courant. autre chose. On a été sollicité justement. Bon, pour les cas qu'on a vus, le cas que j'ai vu moi-même, c'était quelqu'un déjà dans le confinement malade. Il avait déjà terminé son confinement sanitaire, c'est-à-dire qu'il avait dépassé 40 jours, si je peux me permettre de dire ça. Il n'y avait pas lieu de faire une PCR. À ce moment-là, on exigeait une PCR négative pour la reprise. Mais effectivement, quand les employeurs ou les employés sont inquiets, on est dans l'obligation de rassurer ces gens-là. C'est-à-dire que oui, une reprise doit être décidée par le médecin. Bien sûr. Et le professeur Laïb vient d'en parler. Voilà. Et c'est pour rassurer. C'est-à-dire que il ne faut pas se dire que c'est dans la population générale qu'il est, enfin, il est tombé malade en dehors de l'entreprise qu'on ne doit pas s'en occuper. Non, il faut continuer à faire l'aptitude par Je pense que la consultation systématique de toutes ces personnes-là n'est pas utile du point de vue prévention. Voilà. Par contre, les cas, effectivement, comme le disait le professeur Kassed, sont importants, bien sûr. Il faut les voir, bien sûr. On est censé, au contraire, nous occuper des travailleurs. Alors, une autre question de Rzak, toujours. Alors, ayant repris, donc je crois que c'est la suite. Hein, ayant repris le mois de... C'est la suite. Je pense que c'est la suite, voilà. Et ayant repris le mois de juin, donc il n'était pas en arrêt de travail. Voilà, c'est la même chose. Alors, une autre question de Hashkoula. Donc, d'abord, qui remercie pour la réponse. Et qu'est-ce que vous en pensez du diagnostic de masse par la sérologie à la recherche des anticorps IgM, IgG? Et c'est la suite à un cas confirmé Covid-19 en entreprise. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, il pose la question, est-ce que c'est nécessaire de faire du dépistage? Alors, est-ce que je peux répondre Bien sûr. Donc, le dépistage systématique en entreprise, soit par le test RT-PCR SRAS-CoV-2, soit par le test sérologique, n'est pas du tout indiqué ni recommandé. En fait, c'est un dépistage instantané qui permet de mettre en évidence est-ce que le sujet à un moment donné est contaminé et infecté. Donc, le dépistage systématique en entreprise n'a aucun intérêt, sachant que de nombreuses entreprises le demandent à leurs travailleurs lors du déconfinement, même si ce test est pris en charge par l'entreprise. Mais à ma connaissance et selon les recommandations de nombreuses sociétés savantes, c'est un test qui n'est pas du tout utile et qui permet de dépister une contamination instantanée, surtout dans le cas, c'est-à-dire que le sujet au moment du prélèvement, le prélèvement peut revenir tout à fait normal, donc négatif. Il peut être contaminé le soir même, le lendemain. Et bien sûr, apparition de la symptomatologie qui n'a rien à voir avec le dépistage initial ou bien qui a été fait au préalable avant la reprise de son poste de travail. Le dépistage en masse n'est pas recommandé par de nombreuses sociétés savantes, dont les sociétés françaises de médecine du travail et même par l'OMS. Donc, je ne vois pas l'intérêt de dépister. Franchement, c'est inutile de dépister toutes ces personnes, de les rassurer surtout qu'ils ne sont pas contaminés, alors qu'au fait, il y a des délais de prélèvement par rapport à la date du dernier contact, par rapport à la symptomatologie clinique. Donc, il y a des indications de ces tests. Moi, je déconseille de les faire en masse de façon systématique. Par contre, classer les personnes classées en fonction des risques d'exposition. En cas de contact. Voilà, oui, je veux dire, au lieu de faire un dépistage de masse, classer la population travailleuse en fonction du risque d'exposition. En commençant comme on le fait pour décider pour les hospitaliers, ce serait une manière de prioriser s'il y a lieu de faire des examens particuliers. En commençant par faire la liste des sujets contacts et de classer les sujets contacts en sujets fort probables, modérés, à risque élevé, modéré. Voilà, c'est le risque qui va déterminer la conduite à tenir par rapport à l'examen qu'il faut demander. Comme c'est indiqué par les instructions. Absolument. Voilà. Merci. Alors, j'ai une autre question là de monsieur le professeur Nusraddin Khourish. Bonsoir, monsieur Khourish. Alors, est-ce que la mise en congé de 50% du personnel était absolument nécessaire
ou bien la situation pouvait-elle être gérée, pouvait-elle être gérée autrement? Je pense que c'est un peu Alors la moi, je critique. pense que la décision de mettre en confinement, plutôt pas en confinement, hein, c'est en congé exceptionnel de 50% des travailleurs, c'est une façon de permettre d'appliquer les mesures de distanciation physique au niveau de Des certaines entreprises. entreprises sur les lieux de travail. Et bon, ils ont privilégié les malades chroniques avec affections vulnérables, femmes enceintes et mamans dont les enfants en bas âge. C'est surtout pour les protéger contre les formes graves de la COVID-19. Donc, c'est une façon d'appliquer les distanciations. Moi, je suis plutôt d'accord effectivement, pour permettre cette distanciation, pour permettre aussi la continuité de l'activité, Ça aussi, effectivement. Par contre, Parce que, voilà. moi, Oui, Naïm. le seul bémol que je mets à ça, c'est que on s'est rendu compte de la grosse lacune que nous avons par rapport au TIC et du coup, on n'a pas pu profiter du télétravail, du travail à domicile et des choses comme ça, parce que faire du confinement à 50%, tout en étant un petit peu rentable pour l'entreprise, aurait été peut-être meilleur. C'est-à-dire que là, on a envoyé les gens à la maison vraiment pour rester à la maison et ne rien faire. Alors que c'est une inaptitude qui ne dit pas son nom et qui est à la fois qui est devenue une inaptitude à toute activité professionnelle, alors que c'était une inaptitude pour faire de la prévention dans le sens qui a été donné par le docteur Cherir très clairement. Faire de la distanciation, oui. Arrêter de travailler, peut-être pas. Il y aurait pu y avoir d'autres formules. Et je pense qu'il y avait des entreprises, surtout dans les petites, où l'informatique était très développée, où les gens n'ont pas cessé de travailler. Ils ont fait du confinement avec du télétravail et ça a très bien marché. tout à fait. Je pense qu'en dehors des malades chroniques, effectivement, de tous ceux qui, effectivement, avaient des problèmes, on aurait pu, peut-être, hein, ça c'est aussi suggestion, on aurait pu faire travailler les gens par équipe, en fait, par vague. C'est-à-dire que le problème, c'est que dans certaines entreprises, c'est les mêmes personnes qui ont bossé pratiquement durant toute cette période-là, et d'autres sont restés à la maison. Donc ça, c'est effectivement une mauvaise gestion de la situation. Alors, j'ai une autre question. Là, j'espère, professeur Khouris, vous avez été satisfait de la réponse. Alors, il y a une question, mais toujours en concernant les congés. C'est Leila Zhor Foudad. Oui, Madame Foudad, bonjour. La question concerne aussi ceux qui sont mis en quarantaine à titre préventif. Comment s'organise leur retour? Comment s'organise le retour? C'est l'entreprise qui doit s'organiser en premier. Pour mettre en place les mesures barrières et tout ce qui peut faire que la contamination ne puisse pas prendre racine ou reprendre racine dans une entreprise. Puis, répondre aux inquiétudes de ceux qui soit ont été malades pendant le confinement, soit qui ont des fragilités particulières et qui craignent pour leur santé, les recevoir, faire le nécessaire. Sinon, la reprise doit être aussi progressive pour pouvoir mettre en pratique tous les éléments nouveaux quand même sur le plan de la vie en entreprise. Il y a des choses qui sont nouvelles pour les gens. D'ailleurs, elles sont nouvelles pour la vie en entreprise et pour la vie tout court. On voit bien que nos concitoyens ont du mal à se familiariser avec tout ce qu'on leur demande de faire systématiquement et qui ne fait pas partie de leurs habitudes. Ne pas se saluer, ne pas serrer la main, ne pas se faire la bise, porter une bavette en permanence, rester éloigné des gens à 1,50 m, voire 2 mètres, etc. Ce sont des choses auxquelles on doit absolument se conformer et ça va mettre du temps pour qu'on s'y habitue et en entreprise, on n'y échappe pas. Et il faut continuer à faire de la sensibilisation, à mettre de l'affichage pour le lavage des mains, pour toutes les mesures barrières nécessaires qui permettent d'éviter de nouveaux clusters. Bien. Alors,
Une question sur le chat. Oui, docteur Tseler. Alors, nous, Tu voulais jusqu'à la rajouter fin quelque chose? du déconfinement, donc qu'est-ce qu'on a fait? On a préparé de nombreux plans de déconfinement pour la majorité des entreprises qu'on prend en charge, et particulièrement pour les entreprises qui reçoivent du public, comme le milieu d'hôtellerie et autres. Donc, on a établi de nombreuses mesures de déconfinement par métier, bien sûr en insistant sur les mesures barrières et surtout sur les mesures organisationnelles par rapport aux distanciations. Donc, dans un premier temps, on leur a proposé que pour certains postes de travail qui peuvent continuer en télétravail pour réduire, si vous voulez, l'effectif au niveau des entreprises, donc de les maintenir en télétravail. Pour les postes de travail, par exemple, qui travaillent en situation isolée dans un bureau, qu'ils reprennent, mais pour ceux qui travaillent dans un milieu réduit, donc on a recommandé que ceux qui étaient en maladie chronique de continuer le confinement et d'assurer de nombreux plutôt aménagements de postes de travail pour les accueillir. Donc les mesures de déconfinement ont été entreprises bien avant la fin du confinement. Bien sûr, nous, on a proposé à nos entreprises et également, on a été saisi par de nombreux responsables d'entreprises afin d'établir des mesures de déconfinement et ça a très bien marché, surtout pour les entreprises qui reçoivent. Bon, on voit bien la relation entreprise et médecine du travail à ce niveau-là. Hein. C'est extrêmement important. Alors, il y a une question sur le chat. Ahmed Ben Aouda. Les services des UMC sont-ils considérés comme services dédiés au Covid et donc l'éviction des personnels vulnérables comme le stipule la note 18? Alors, professeur Hider. Les services des UMC sont-ils des services dédiés au Covid? Ça dépend de chaque service, je pense. Hein. Oui. Difficile. Tout dépend de comment les établissements se sont organisés. Voilà. Vous avez des établissements qui se sont organisés autour des UMC et la réanimation et les services d'infectieux, de médecine interne et de pneumo. Ils se sont organisés comme ça. D'autres ont fait autrement. Ils ont laissé les UMC prendre en charge les urgences habituelles et ils ont organisé en parallèle une consultation tri-Covid dans leur établissement. Les deux organisations se valent, si vous voulez. Tout dépend de comment, par la suite, injecter de la ressource humaine qui puisse tenir le cap dans l'un et l'autre des cas. Je vous dirais que je connais les deux organisations. Dans les deux, il y a des problèmes, il y a des avantages, il y a des inconvénients. Il n'y a pas de solution idéale. En tout cas, de mon point de vue et de l'expérience que j'ai vécue. Il n'y a pas de solution idéale. Il y aura toujours un manque quelque part qui va faire que la machine va être difficile à gérer. Parce que quand vous organisez du tri, une consultation tri-Covid dédiée en dehors des UMC, vous avez affaire à du personnel tout venant de toutes les spécialités qu'il est difficile de familiariser avec le système de l'urgence, l'organisation, le port des moyens de protection, la résistance au stress, etc. Alors que dans les UMC, vous avez des équipes chevronnées qui ont l'habitude de gérer ce genre de situation qui auraient pu être beaucoup plus efficaces. Mais dans les deux cas, c'est des choix d'établissement et dans les deux cas, vous avez des avantages et des inconvénients qu'il faut gérer au fur et à mesure. En tout cas, c'est... Merci, professeur Naïm. Alors, une question du docteur Aous. Bonjour, cher maître, s'il vous plaît, quelle est la conduite à tenir devant un employeur qui demande à ce que ses travailleurs passent des tests sérologiques COVID-19 avec un document qui atteste que ces travailleurs ne sont pas contaminants? Un document exigé par les clients au niveau des autres wilayas qui vont recevoir ces travailleurs lors de leur mission de déplacement, sachant que ces tests ne représentent pas de garantie. Merci. Ma réaction, c'est qu'il ne faut pas abuser. Ma première réaction, c'est qu'il ne faut pas abuser. D'abord, la décision de prescrire un examen relève d'un acte médical. Ce n'est pas l'employeur qui va exiger ceci ou cela. L'employeur délègue cette fonction au médecin du travail qui doit décider de qui doit faire quoi. Ensuite, la meilleure protection pour tout le monde, c'est de respecter les mesures barrières. On ne le répétera jamais assez. Quand vous avez votre masque,
quand vous avez votre gel sur vous, si vous devez aller voir un client à l'extérieur, quand vous respectez les distanciations, quand vous vous présentez avec des moyens qui ont été décontaminés, avec du produit qu'on vous donne, etc., il n'y a pas de raison pour que vous semiez du Covid là où vous passez. Donc, les employeurs, en croyant bien faire, veulent systématiser des choses qui n'apportent pas de vraies réponses, voire c'est dangereux parce qu'on a l'impression que c'est une garantie de prévention, que c'est une garantie de ne pas avoir à être contaminé par le virus. Ça n'est pas vrai. Vous pouvez faire un test aujourd'hui et être contaminé demain. Donc, il peut être négatif. Vous pouvez faire un test aujourd'hui, il est négatif, et vous faire contaminer le lendemain. Donc, vous n'allez pas être, voilà, vous n'allez pas être en sécurité et votre vis-à-vis ne l'est pas aussi. Donc, il faut vraiment raison garder, réfléchir, faire le point, discuter avec son médecin du travail et prendre les bonnes décisions avec le HSE, la médecine du travail et l'employeur pour mettre en place un vrai plan qui va permettre à tout le monde d'être protégé. En tout cas, et là, c'est un appel que je lance aux employeurs de faire participer le médecin du travail dans ces petits comités. D'abord, il est conseiller de la CPHS déjà, ça c'est important. Et c'est effectivement, en matière de santé et sécurité au travail, en tout cas en matière de santé au travail, c'est lui qui est conseiller. Ce ne sera pas un autre conseiller qui va venir parler de ça. Il demandera l'avis du médecin du travail qui, effectivement, sur la base des connaissances, sur la base des instructions du ministère de la Santé, sur la base, effectivement, de sa recherche bibliographique, il va donner, effectivement, les informations qu'il faut. Voilà. D'ailleurs, on voit bien dans l'évolution des choses et la connaissance un peu plus précise de la maladie de jour en jour. Aujourd'hui, il n'est plus exigé ni pour la sortie de l'hôpital de quelqu'un qui a été Covid positif malade de faire une PCR, ni pour la reprise de travail de faire une PCR. Elles ne sont plus exigibles par les orientations qui sont données par le scientifique au niveau du ministère de tutelle. Donc, il faut vraiment raison garder et réfléchir et lire tous les documents qui ont été mis à notre disposition pour prendre des décisions au cas par cas et faire. La seule chose qu'il faut vraiment généraliser, c'est les mesures barrières. Voilà. S'il y a quelque chose qu'il faut garder. Très bien, Salaïm. Alors, une autre question de Zach, qui est très active sur la foire aux questions. Alors, question est-ce que 2 PCR sont toujours indiqués pour la reprise du personnel soignant? Non. Il y a une instruction ou une note, je ne me rappelle pas très bien, mais elle n'est plus exigée pour la reprise de la PCR. Alors, elle n'est plus exigée, j'irai un peu plus loin pour Rezag et elle pourrait retrouver dans ses lectures ce que je vais dire, c'est que on peut rester très longtemps positif à la PCR sans être contaminant, parce que le prélèvement au niveau nasopharyngé peut prendre une fraction de virus qui est resté, mais le virus, il n'y a plus le virus actif. C'est le matériel génétique qui reste. Voilà. Il y a du matériel génétique qui reste, vous pouvez avoir une PCR positive et que vous n'êtes pas du tout contaminant. Alors, une autre question de Zach, toujours. Est-ce que les personnes contact étroit en entreprise mis en quarantaine pendant 14 jours et n'ayant pas présenté de symptômes Covid doivent bénéficier d'une visite de reprise? Je crois qu'on a déjà répondu à cette question. Quand on les a mis en quarantaine, pour une histoire de contact étroit, il faut les revoir pour leur donner une reprise. Oui, tout à fait, oui. Oui, d'accord. Alors, question de Hashkoula aussi. Pour la visite de reprise de l'employé après Covid-19, est-il nécessaire de demander un test PCR, sérologique ou juste l'avis du médecin traitant suffit pour décision de reprise? Je ne sais pas, j'ai l'impression qu'on a déjà répondu à ça. C'est la même réponse en fait. Soignant, donc, au fait, vous pouvez vous référer à l'instruction numéro 17. Merci pour la précision. Voilà, du 10 juin 2020 relative à l'actualisation de la prise en charge de Covid-19. Voilà. D'accord. Voilà. Donc, vous pouvez trouver Très la bien. réponse. Très bien, docteur Hashkoula. Alors, une question de Najib Talbi. L'employeur peut-il rappeler
pour nécessité de service, un travailleur atteint d'une maladie vulnérable mis en congé exceptionnel rémunéré sur avis du médecin du travail. Tout à fait. Oui. Si. Moi, je pense que si, d'ailleurs, ça a été cité. Oui, Il n'y a pas de problème. Ça a été cité dans l'instruction numéro 21, l'instruction, pardon, du 21 mars, plutôt De toutes les manières, actuellement, il n'y a que la femme enceinte et qui est pratiquement éligible du congé exceptionnel. Hein. Donc actuellement, avec la reprise du travail, je pense que beaucoup de gens vont reprendre en respectant et en insistant sur les mesures barrières. Alors, une autre question de Madame Foudat. Ne serait-il pas utile d'élaborer un protocole Covid-19 pour permettre aux entreprises de prendre les mesures adéquates? Je pense que ça… Oui, nous, on l'a fait. nous, on l'a fait pour le secteur. Ah oui, nous, on l'a fait. La seule chose qu'il faut peut-être préciser, c'est que il n'y a pas de recette qui s'applique à toutes les entreprises de la même façon. Donc, fatalement, avec toutes les directives qui sont données par le ministère, avec tout ce qu'on connaît de nouveau sur la maladie et son évolution, c'est quand même une maladie récente, elle a quelques mois. Donc, au fur et à mesure, on apprend des choses. On peut élaborer un protocole Covid-19 pour permettre aux entreprises de prendre des mesures adéquates, mais chacun le fait pour son entreprise avec son médecin du travail. Et quand on n'a pas de médecin du travail, ben c'est l'occasion d'aller conventionner, de recruter un médecin et de se rendre compte que c'est la pierre angulaire autour de laquelle la santé de la ressource humaine qui, en deçà de la présence du médecin du travail, n'est pas prise en considération en temps et en heure. C'est vrai qu'au niveau institutionnel, une note par rapport à la reprise tarde à venir en réalité. C'est vrai que c'est quelque chose d'important. C'est vrai qu'on voit un peu ce qui se passe dans les autres pays où les notes arrivent régulièrement, mais de toutes les manières, les médecins du travail dans les entreprises participent activement à la mise en place des protocoles. Voilà. Alors, une autre question de Houssam Eddine Senoufi, donc c'est en arabe. Hein. Alors, il parle de Sou'al, موجه لك spécialement pour moi. نرجو منك توضيح خارطة طريق من أجل التنسيق بين مفتشية العمل ومصالح طب العمل من أجل مساعدة وتوجيه الفيزا الوقائية والأمن داخل المؤسسة لحد من… Bon, je pense que la relation, effectivement, le problème, c'est la responsabilité de l'employeur. La santé et la sécurité au travail, c'est de la responsabilité de l'employeur. Alors, l'inspection du travail, effectivement, le médecin du travail est conseiller de l'employeur dans le domaine et l'inspecteur du travail est là pour contrôler l'application de la réglementation. Maintenant, ce qu'il faudrait savoir pour répondre à mon ami Houssam, c'est qu'effectivement, si le médecin du travail propose des choses, des solutions, des aménagements, un protocole et que l'employeur ne veut pas l'appliquer, pour une raison ou une autre, il faut savoir que le médecin du travail peut saisir l'inspecteur du travail. Ça, c'est effectivement dans le cadre de la loi. C'est inscrit dans la loi. Maintenant, la concertation, si l'employeur ne veut pas appliquer, il est de sa responsabilité, il est passible, effectivement, de sanctions, y compris de sanctions pénales. Voilà. Ça, je pense que c'est la relation. Alors, le médecin du travail, l'inspecteur du travail sont des acteurs de la prévention des risques. Mais le médecin du travail a un rôle encore plus important, c'est le rôle de conseil. Et l'inspecteur du travail, il est là pour contrôler l'application de la réglementation. En tout cas, il est obligé d'appliquer les recommandations du médecin du travail. Voilà, un peu une réponse, mais pas en arabe, une réponse en français. Alors, une autre question, je pense que ça doit être effectivement, on voit bien la main du RH ou de l'employeur. Alors, l'avis du médecin, c'est M. Najib Talbi. L'avis du médecin du travail portant sur la vulnérabilité d'un travailleur est-il consultatif ou exécutoire à l'employeur pour l'accord d'un congé exceptionnel rémunéré? Grosse question. Bon, moi je pense que… Alors, je peux déjà répondre. Hein. Effectivement, la mise en congé exceptionnel est du rôle de l'administratif, hein, c'est-à-dire du rôle de l'employeur. Le médecin du travail aura un rôle, effectivement,
En fait, le médecin du travail a un rôle important parce qu'en entreprise, quand l'entreprise est prise en charge sérieusement, le médecin du travail est censé connaître les travailleurs. Il a même une obligation de prendre en charge les malades chroniques, les femmes enceintes et tout ça. Et à partir de là, effectivement, il peut effectivement proposer, il a un rôle extrêmement important. Et c'est pour ça que dans la note du ministère de la Santé, c'est qu'il est dit que le médecin s'associe à l'employeur. Donc, c'est dans ce cadre-là qu'il peut s'associer, bien sûr. Maintenant, si effectivement, si le gars vous dit il est malade, bon, maintenant le médecin de travail peut effectivement établir la liste des malades chroniques, il la connaît nécessairement. C'est dans les entreprises où il y a un problème de prise en charge en médecine de travail que le problème se pose. J'ajouterais quand même voilà. J'ajouterais quand même, parce que c'est très important et c'est une question de l'heure. C'est une question qui se pose maintenant à nous tous les jours. La clarification du rôle de l'administration et du rôle du médecin du travail n'a pas été faite pour cette histoire. Donc, on est obligé de partir sur ce que l'on sait. Quand on parle de congé exceptionnel, c'est une décision administrative. Nous n'avons pas de rôle précis dans les congés exceptionnels. On peut les accorder pour tout et n'importe quoi. L'administration peut décider. C'est elle qui connaît les règles pour donner avis par rapport au congé exceptionnel. Nous pouvons établir la liste des malades chroniques, mais nous sommes tenus par le secret professionnel, le secret médical. Je peux dire qu'il est malade chronique, mais je ne peux pas dire ce qu'il a quand c'est une maladie qui est en dehors de l'accident du travail et de la maladie professionnelle. Donc, mon avis, il ne peut pas être étayé au point où l'employeur peut se baser sur ça pour dire je donne à celui-ci et je donne pas à celui-là le congé exceptionnel, j'accorde à celui-ci, j'accorde pas à celui-là. En dehors des femmes enceintes, où c'est clair, en dehors des femmes qui ont des enfants en bas âge, le médecin du travail, au même titre que n'importe quel médecin, est tenu par le secret médical quand il s'agit de quelque chose qui est en dehors de l'AT et de l'AMP. Il faut faire avec. Moi, personnellement, je réponds à l'employeur, c'est une question administrative. Moi, je peux vous dire qu'il a une maladie chronique ou qu'il ne l'a pas, qu'elle est enceinte ou qu'elle ne l'est pas. Le reste, c'est l'employeur qui décide. Oui. Mais au fait, pour information, docteur Marek, que le congé exceptionnel pour les malades, certaines maladies chroniques ont été abrogées avec la fin du... Oui, le dernier décret, oui. Hormis les femmes enceintes et les mamans dont les enfants sont bas âge. Donc, exactement. Je pense que les malades chroniques n'ouvrent plus le droit au congé exceptionnel. Une autre question d'un docteur Chebani. Bonjour, docteur Chebani de SMT. Alors, quel est votre avis sur la reprise du travail des femmes enceintes? Pardon? Votre avis. Alors, Chebani qui pose la question, quel est votre avis sur la reprise du travail des femmes enceintes? Si elles ont été encore sur la liste des personnes qui ne doivent pas reprendre le travail, je ne vois pas pourquoi on doit décider de la reprise de la femme enceinte. Maintenant, s'il y a une nécessité au niveau de l'entreprise, si on lui assure qu'elle sera protégée, je ne vois pas d'inconvénient à ce qu'elle reprenne avec son accord. Mais maintenant, c'est toute une organisation au niveau des entreprises. Et en fonction des moyens des entreprises, ils peuvent eux-mêmes déjà jouer sur l'effectif qui doit reprendre le travail et pas se cantonner à reprendre le travail comme d'habitude. C'est une situation particulière. Ils peuvent ne pas attendre les notes ou des directives ou des décisions, s'organiser autour de l'effectif et des rotations de travail, sur la durée de travail et sur les mesures barrières à respecter. Si on a les moyens de faire ça, on peut le faire. Et bien sûr, c'est le moment d'encourager le télétravail quand l'entreprise peut se permettre le télétravail. Donc, il faut qu'il y ait des initiatives au niveau des entreprises. Il ne faut pas attendre qu'il y ait des notes et des directives. Et il ne faut pas se dire, parce que tout le monde doit reprendre, que tout le monde doit reprendre. Voilà. Très bien. Alors, une autre question, là sur le chat, c'est Ahmed Ben Aouda. Est-ce que la décision du confinement a annulé le droit au congé exceptionnel des malades chroniques du 3 juin chez les personnels de santé? Préciser personnel de santé. De toute façon, c'est un autre problème maintenant, le personnel soignant. Même quand ils sont malades, on hésite à les mettre en confinement. Alors, on est arrivé à un stade de décision, d'aptitude qui est très délicat.
Non, de toute façon, le personnel soignant ainsi que certains secteurs d'activité n'étaient pas concernés par le congé Le exceptionnel. congé exceptionnel. Oui. Voilà, donc, et puis tout dépend des chefs d'entreprise, au fait, plutôt des établissements de santé. Donc, apparemment, certains établissements ont appliqué la loi par rapport à l'effectif, bien sûr, de leur établissement, et d'autres pas. Comme nous, chez nous, à Bnei Messous, mettre en congé exceptionnel des femmes enceintes était une décision interne de notre responsable d'établissement. Donc, si on se référait à la réglementation, le personnel soignant, les soignantes enceintes n'ouvrent pas droit au congé exceptionnel. Ce qui est un complément pour cela. C'est une grosse question que nous nous posons tous les jours et devant chaque cas. Les seules qui sont épargnées, c'est celles qui sont au 3e trimestre. On les enlève de la garde, évidemment, on les enlève du Covid, mais leur démarche pour avoir un congé exceptionnel, parfois elles aboutissent pas. Alors, une question toujours sur le chat de Kalima Sassi. Alors, y a-t-il donc une différence entre quarantaine, isolement et confinement? Quels sont les organes qui décident de l'application de l'une ou de l'autre et de leur levée? Pour moi, c'est des synonymes, la quarantaine, la quatorzaine, le confinement, le déconfinement. Tout ça est du langage qui a l'air d'être tout récent pour certains, mais c'est quelque chose qui a toujours existé en médecine. La quarantaine, on connaît la quarantaine pour les maladies infectieuses, transmissibles et contagieuses, est connue depuis la nuit des temps. D'ailleurs, à un moment où il n'y avait pas de directive, où il n'y avait pas possibilité de faire les examens complémentaires tels que la RT-PCR pour beaucoup de gens, les sérologies n'étaient pas possibles, on réfléchissait en termes de clinique et de quarantaine. Hein. C'est-à-dire quelqu'un qui continuait à être symptomatique, on pouvait aller jusqu'à 40 jours pour être sûr qu'il n'a plus de virus, qu'il n'est plus contaminant, avant d'avoir la possibilité de faire les examens complémentaires aujourd'hui. Pardon, pour compléter, d'autant plus qu'il y a eu des articles scientifiques qui parlaient de persistance du virus dans l'organisme jusqu'à 37 jours après contamination. Ouais. Enfin, entre la contamination, la déclaration des symptômes et tout ça. Donc le terme quarantaine est vraiment… La vieille quarantaine… La vieille quarantaine revient et d'actualité. Absolument. D'accord. Alors, une autre question de Hicham. Alors, est-ce qu'un employé qui a une aptitude sous réserve d'effectuation de travail de nuit, est-ce que cette réserve est toujours indiquée quand il a un télétravail, 17h, 23h, donc juste 2 heures de travail de nuit, ou bien la médecine du travail doit statuer sur son cas, puisqu'il s'agit d'un travail à domicile, sachant que l'entreprise prévoit éventuellement de continuer cette formule de télétravail. Encore une fois, merci et surtout merci pour cette initiative. Voilà. Travail de nuit à domicile. Tout le problème de l'organisation du télétravail en réalité. On n'a pas, effectivement, dans la législation algérienne. Par contre, le travail à domicile est régi par les textes, mais pas le télétravail en lui-même. Il me semble qu'effectivement, le travail de nuit, c'est pratiquement 21h, 5h du matin. Chez nous, c'est 21h, 5h du matin. Et puis, il faut quand même s'intéresser à la cause pour laquelle on a évité il a été du travail de nuit. Pourquoi on a enlevé le travail de nuit? Si c'est des problèmes de vigilance, si c'est des problèmes de diabète, il doit manger à l'heure, dormir à l'heure, si c'est des problèmes de prise de médicaments, ça dépend à quoi on a affaire. Et évidemment, c'est pour ça que je dis à Hicham que le médecin de travail a son rôle à jouer par rapport à la décision d'aptitude. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, c'est la question qui se posait. Il faut rappeler quand même à nos jeunes webinars, si mon âge me permet de leur dire ça, il faut absolument retenir que l'aptitude, c'est pour un individu, à un moment donné, dans des circonstances données, par rapport à un environnement. Vous ne pouvez pas avoir de recettes toutes faites pour les placarder à n'importe quelle situation.
même si on a la possibilité avec les connaissances d'avoir une maîtrise de la connaissance autour d'un sujet, lorsqu'on doit donner un avis d'aptitude, on le donne pour une personne, pour un poste de travail à un moment donné et dans des circonstances bien particulières. Il faut retenir ça et réfléchir toujours dans les circonstances du moment. Voilà. Alors, une question de Zap. Est-ce que l'accord du malade chronique est obligatoire pour citer son nom sur la liste des malades chroniques délivrés à l'employeur? Si c'est une maladie chronique qui ne relève pas de l'accident du travail, de la maladie professionnelle, oui. On a besoin de son accord. Oui. En fait, moi, je reviens un peu au fait que le médecin du travail est quelque part. Parce que si on, pour ne pas effectivement se mettre en comparaison avec ce qui se passe ailleurs, il est quand même le médecin traitant du travailleur de manière générale. Et les maladies chroniques, les malades chroniques sont dans les textes réglementaires, font partie des travailleurs à surveillance médicale particulière. C'est-à-dire qu'en fait, on convoque la personne pour une visite médicale tous les 6 mois. Et généralement, la convocation passe par l'administration. Ben, c'est clair, c'est un processus. Donc, de toutes les manières, effectivement, sauf s'il le dit sciemment que je ne veux pas que les gens sachent que je suis malade chronique et tout ça. Mais généralement, moi, je pense que quand on convoque les gens pour une visite médicale, on convoque nommément. Et on convoque tous les 6 mois. On ne met pas le motif. On peut convoquer. Bien sûr qu'on ne met pas le motif. Oui, mais de toutes les manières, sauf, bien sûr, s'il y a une. Généralement, on demande à la personne. Généralement, les personnes en Algérie veulent qu'ils soient cités comme malades chroniques, surtout dans certaines entreprises où ils sont bien pris en charge d'une manière sérieuse et un peu plus spéciale que les autres. De toute façon, ça c'est clair, on l'a vu. Et donc, ils sont tout contents d'être cités comme malades chroniques. Mais voilà, mais c'est vrai que le code déontologie fait qu'effectivement, il faut conformer au code de déontologie, absolument et strictement. Le malade, il a envie de dire, il peut le dire à qui il veut, mais vous, en tant que médecin, vous êtes tenu au secret professionnel et au secret médical. Alors, il y a une autre question, mais qui a été déjà prise en compte. Pour le congé exceptionnel, le personnel de soins n'est plus concerné. Ça, c'est clair. Il y a une autre question de M. Najib Talbi. Les malades chroniques sont tous considérés vulnérables? Point d'interrogation. Non. Ah, sinon, on va vider. Il y a effectivement, même dans la vie, même l'hypertension compliquée. On a discuté très largement la question au début, justement. Nous, comme on a pris un petit peu les devants à Bnimsous, nous avons fait plusieurs colloques, réunions, etc. pour se dire qu'est-ce que nous allons mettre sur la liste comme maladie chronique pour ceux à qui on va délivrer des certificats médicaux, leur évitant d'être exposés au travail avec les malades confirmés comme étant atteints de la Covid ou suspects fortement d'être porteurs de cette pathologie. Et on s'est basé sur la première liste, la short list qui a été faite aussi bien à l'échelle internationale que chez nous, par la suite par le ministère, des maladies dites immunosuppressives, les femmes enceintes, les maladies cardiaques, etc. Et nous l'avons élargi en fonction de la réalité de notre terrain. Il était par exemple dit dans cette liste que les diabétiques insulinodépendants pouvaient être susceptibles de faire une forme grave de Covid et donc ils étaient considérés comme inaptes à être exposés au virus. Nous, on a été un peu plus loin. On a non seulement pris les diabétiques insulinodépendants, mais on a aussi pris les diabétiques non insulinodépendants quand ils étaient mal équilibrés, que leur hémoglobine
mobilité était trop haute, etc. Donc, nous avons tenu compte de certains contextes pour élargir notre liste et on l'a fait pour plusieurs autres maladies. Nous avons eu à discuter avec nos confrères endocrinos, par exemple, pour les problèmes de thyroïde, les traitements, les traitements hormonaux, les traitements à base d'anti-thyroïdiennes de synthèse, etc. Et nous avons fait le point sur un certain nombre de choses. Par exemple, quand on prend des hormones thyroïdiennes, ce n'est pas quelque chose qui est immunosuppressif. Par contre, quand on est sous anti-thyroïdienne de synthèse, là, on est exposé à de l'immunosuppression et donc on a fait du tri même dans des pathologies comme celle-là par rapport aux thérapeutiques, etc. Voilà. Et surtout quand il y avait association de plusieurs maladies chroniques aussi. Oui, alors là, les multitarés. Les multitarés, sans que ça soit vraiment, par exemple, un DNID plus une HTA, ça devient quand même compliqué à gérer pour le Covid. Alors, une question de Hassam. Salah Hassam, bonjour Hassam. Parmi les mesures organisationnelles proposées par les sociétés savantes pour lutter contre la promiscuité dans les locaux de travail, le décalage horaire, connaissez-vous des entreprises qui ont procédé à ce mode d'organisation et quels sont vos retours d'expérience quant à cette mesure, sa réalisation et son efficience? Non, moi je n'en connais pas. Par contre, celles qui ont beaucoup fait de télétravail, les multinationales. Le télétravail, certaines ont beaucoup avancé sur cette question-là et ils ont réussi à maintenir un degré d'activité très intéressant pendant toute cette période d'épidémie. Mais sauf que je connais pas. Sauf que le télétravail a besoin d'être bien codifié en Algérie. Voilà. Il faut bien qu'il y ait des pionniers. Ils vont nous dire ce qu'il faut faire. Par contre, c'est quand les cas de Covid apparaissent après la reprise du travail que les responsables ont commencé à réfléchir à réorganiser. Ouais. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'ils ont pensé à réorganiser justement, peut-être pas les horaires de travail, mais le nombre de personnes qui se rencontrent en même temps. Voilà. Sur le site. Oui, docteur, je voudrais répondre là. Fernand qui a rapporté une remarque par rapport au décret exécutif du 13 juin 2020. D'accord, c'est pour faire une autre question. Ah, c'est une autre question, oui. J'allais la dire, il n'y a pas de souci, allez-y. Alors, on va dire la question de Fernand. Alors, la question de Fernand, enfin, ce n'est pas une question, c'est un complément d'information pour le personnel soignant n'est pas exclu du décret. Allô? Oui. 259. Voilà, donc n'est pas exclu du décret du 13 juin 2020. Au fait, docteur Fernand. Oh, on a perdu. Il y a un problème de connexion. Madame. Oui, elle va revenir. C'est peut-être la connexion. Pardon, si je peux me permettre, le docteur Fernand n'a pas tort parce qu'au niveau de BNIMSOUS, ils l'ont appliqué pour les femmes enceintes. Oui. Voilà. 3e trimestre, c'est ce que je disais tout à l'heure. Voilà. Elles font toute une procédure et mais après, il y a accord ou pas. Voilà, mais pas pour les enfants de moins de 14 ans. C'est-à-dire que même si le décret n'exclut pas les soignantes, c'est pas tout le monde qui adhère. En fait, je vais vous dire exactement ce que je pense de cette évolution. Il a fallu l'incident de Sétif. Il a fallu l'incident de Sétif pour qu'il y ait une espèce d'accord tacite pour que lorsque une femme enceinte des personnels soignants met sur la table la revendication d'avoir un congé exceptionnel, on a du mal à lui refuser. Parce que notre consoeur de Sétif, elle a posé par son décès les vrais problèmes. Une femme enceinte est une femme enceinte, qu'elle soit soignante ou secrétaire ou ouvrière ou PDG. C'est ça la réalité qui a été mise à jour avec le drame qui s'est passé dans la région de Sétif. Et depuis, les administrations ont du mal à refuser le congé exceptionnel aux femmes enceintes. Voilà. Dans le décret. Bien. Oui. Tu m'entends, Marek? Oui. Voilà. Parce que dans on t'entend. Le décret du 13 juin 2020 fait référence au décret du 21 mars
Oui. Donc, le personnel C'est ça. soignant et C'est une certains suite. secteurs ne font pas partie, n'ouvrent pas le droit au congé exceptionnel. Donc, comme l'a si bien dit professeur Hider, c'est une décision de l'administration par rapport à l'incident de CETIF, tout simplement. Bien. Alors, une autre question de Hussein, mais vous savez, quand on écrit en arabe, j'essaye de lire, d'essayer de déchiffrer. Donc là, j'ai pas compris. Zamia, l'ordre بعين اعتبار آراء طبيب العمل. C'est-à-dire qu'en fait, c'est l'obligation, j'ai pas compris. Est-ce que c'est une obligation ou c'est quoi Zamia? Alors, il est où son texte? Il est sur le chat, hein, parce que je balance sur les questions et sur les... Non, je balance parce qu'il y a des questions qui sont posées aussi. Je savais pas. La partie qui commence par le مادة 17 من القانون 88/7 هذه. Non, plus haut. Non, un peu plus haut. Plus haut, Ah bon. plus bas. Zamia, j'ai pas compris ce que ça veut dire Zamiat al-akhd بعين اعتبار. C'est-à-dire que c'est l'obligation. إلزامية بالك. إلزامية. Donc c'est une obligation. Bien sûr. Alors, يتعين على المؤسسة المستخدمة أن تأخذ بعين اعتبار آراء طبيب العمل. Oui, ça c'est clair. Là, c'est bien dit dans le texte. Auquel cas, طبيب العمل il peut effectivement saisir l'inspecteur du travail qui doit effectivement statuer avec le médecin du travail inspecteur en fait. Alors, المادة 17 من قانون 88/07 دونك المتعلق بالوقايه والامن والتوسع والماده 36 من المرسوم التنفيذي d'accord. Oui, ça, il est en train de rappeler, de nous rappeler il rappelle effectivement parce que j'ai dit par rapport au congé obligations de l'employeur. Il rappelle ça parce que j'ai dit par rapport au congé exceptionnel que notre avis, quand on donnait notre avis sur malade chronique, pas malade chronique, ça laisse encore une marge de manœuvre à l'employeur de décider d'accorder ou de ne pas accorder le congé exceptionnel. Donc, je pense que M. Houssam parle de la responsabilité de l'employeur et bien sûr que dans le domaine de l'hygiène, la sécurité et la médecine du travail, il y a une responsabilité. Il rappelle même les sanctions. Il a raison. Les sanctions, effectivement, qui ont évolué effectivement depuis 2018 avec... une petite modification de la loi 88 par la loi de finances 2017. C'est plus cher maintenant. Une autre question. Que pensez-vous de Madame Benchir? Que pensez-vous de la reprise de travail du personnel de santé sans PCR de contrôle pour confirmer qu'ils sont tellement guéris? On a déjà répondu à cette question. Oui, on a justement. La note numéro 20 a rapporté d'autres critères de guérison. C'est des critères cliniques, c'est l'absence de température et de signes respiratoires sans, bien sûr, prise d'antipyrétiques pendant. Donc, les tests virologiques ne sont plus des tests qui évaluent la guérison des patients qui ont été infectés par le SARS-CoV-2. Donc, c'est la clinique, c'est tout simplement, et parmi les signes cliniques, c'est les signes respiratoires et la température. Donc, donc selon la réglementation, si le sujet présente toujours d'autres signes évocateurs de Covid, à savoir l'anosmie, la gueusie, les arthralgies, il peut reprendre son poste de travail après 14 jours d'isolement. Et au fait, tout dépend du traitement. S'il est sous hydroxychloroquine, donc c'est après 24 jours d'arrêt de travail, donc 10 jours de traitement hydroxychloroquine, plus 14 jours. A été mis zithromycine ou autre traitement, donc c'est 14 jours. Voilà. Donc le test virologique. Allez-y. Non, j'acquiesçais pour dire oui pour la réponse du docteur Chadir, mais je ne me rappelle plus de la question, j'arrive pas à la lire. C'est dans le chat. La question. Tu vas la trouver dans le chat, c'est la question de Zohara Benchir. La question, c'était que pensez-vous de la reprise de travail du personnel de santé? Alors, elle a mis dedans, en fait, je pense que c'est sans PCR de contrôle, pour confirmer s'ils sont tellement guéris. La PCR, c'est pas pour confirmer qu'ils sont vraiment guéris, c'est surtout pour confirmer qu'ils ne sont pas contagieux. Et aujourd'hui, on sait que c'est pas systématique puisque on peut rester positif à la PCR et ne pas être contagieux.
Vous savez, on a deux catégories de personnes. Il y a des personnes, une fois traitées, une fois les 14 jours de confinement, c'est-à-dire les 24 jours, veulent reprendre, ils veulent continuer à travailler. Et il y a d'autres qui ont peur. Et donc, vous avez beau dire que vous pouvez reprendre, il va toujours vous dire, ça ne va pas, je suis encore asthénié. Et quelqu'un qui vous signale une asthénie, est-ce que vous pouvez décider de le faire reprendre aussi? Parce que quand même, c'est un symptôme qui persiste pour pas mal de personnes. Ça reste au cas par cas, et puis c'est vrai que c'est difficile par rapport au personnel soignant de décider qui peut reprendre et qui peut ne pas reprendre. Oui. Et si on appliquait la réglementation, les deux critères cliniques, c'est la température et les signes respiratoires, professeur Cassette. Oui, oui, il n'y a pas de problème. Mais et la psychologie. Est-ce que tu es prête à le faire reprendre? Et la psychologie du malade. Voilà, et la psychologie du malade, donc c'est vraiment délicat. Tout à fait. Mais, alors, docteur Belcher, oui, continuez, Cassette. Mais on doit rappeler au personnel soignant que leur rôle est dans la reprise et dans la prise en charge des malades. On va jouer aussi sur ça. Alors, docteur Belcher parle effectivement, dit que notre tutelle nous demande de reprendre toutes les activités de médecine du travail, même les VP, dans ce contexte de recrudescence du Covid-19. Bon. Qu'est-ce que notre tutelle peut nous… Ça dépend où on est, ça dépend dans quelle situation. Nous sommes quand même juges du terrain dans lequel on travaille. Si les entreprises ont repris, qu'elles ont besoin de notre avis et qu'on s'organise pour pouvoir leur répondre, il faut le faire. La reprise du travail, ça ne veut pas dire que l'on va commencer à tout de suite programmer les VP du jour au lendemain. Il faut quand même privilégier le fait d'aller voir si les mesures barrières sont bien mises en place. C'est ça qui est plus important quand même. C'est d'éviter qu'il y ait des clusters en milieu professionnel qui se déclarent. Nous allons avoir l'air de quoi quand on va faire des VP pour diagnostiquer des Covid. Ça va être, c'est quand même hallucinant de se retrouver dans une situation pareille. Je pense qu'il faut plutôt faire le point, un état des lieux sur comment est notre secteur, notre terrain, à qui on a affaire, comment elles sont les entreprises, qui a pu reprendre l'activité, qui n'a pas pu reprendre l'activité, comment sont organisées les entreprises, qu'est-ce qui se passe dans notre structure hospitalière elle-même, parce que si vous avez plusieurs résidents qui font encore la garde Covid, que vous pouvez pas les mettre à ceci ou à cela, ça vous pose de vrais problèmes de fonctionnement. Donc, vraiment faire l'état réel du terrain sur lequel vous êtes et appliquer les directives de la tutelle avec parcimonie. Voilà, en tout cas, c'est ce que je ferai dans mon secteur. Je pense que la meilleure prise en charge actuellement des médecins, plutôt le rôle des médecins du travail au niveau des entreprises, c'est veiller aux mesures de déconfinement, s'ils sont respectés, s'ils sont mis en place. Maintenant, si je me trompe, à ma connaissance, les visites périodiques ont été interrompues par une note ministérielle, hormis les visites d'embauche et les visites de reprise. En aucun moment, je n'ai retrouvé la notion de la reprise des visites périodiques dans une note ministérielle. Je ne sais pas, à ma connaissance, ça n'a pas été cité. Professeur Cassette. Non, mais moi, je voudrais attirer votre attention par rapport à quelque chose. Il faut gérer les moyens de protection. Tout à fait. Normalement, si on devait reprendre toute cette activité, qui va nous assurer les FFP2 qu'on gère avec parcimonie, même au niveau de l'hôpital? Exactement. Ouais. Je crois que le problème, effectivement, est différent si on est dans une situation de convention type ou dans une situation, effectivement, de service autonome. Ou ça dépend des entreprises. Ça dépend des entreprises. Maintenant, reprendre des VP systématiquement comme ça, alors qu'on met les gens dans des situations, effectivement, il peut y avoir. Il faut garder, je pense, effectivement les visites d'aptitude pour certains postes de travail, mais faites attention, le médecin du travail est conseiller de l'employeur, donc il doit aussi quelque part analyser les situations avant d'aller effectivement sur ça, parce que là aussi, il ne faut pas faire un petit peu pour faire, parce que les entreprises, effectivement, ont besoin effectivement de reprendre le travail, mais aussi pas à n'importe quel prix. Voilà. De toute façon, nous, on a eu recours à la téléconsultation, Dr Warek, pour certains travailleurs, et ça a très bien marché.
Eh ben, Voilà, très bien, donc très ça bien. a marché. Les employeurs sont satisfaits pour Il y a certains. une note, oui, il y a une note qui dit reprendre l'activité. L'activité en médecine du travail, c'est pas que les VP. Il y a plein, Alors, voilà. il y a une question intéressante là par rapport à chez M. Abdelrahman Tarzi. Doit-on déclarer un personnel de santé contaminé par le Covid, accident du travail ou maladie à caractère professionnel et peut-il bénéficier d'une indemnisation au niveau de la CNAS? Allez, on est en plein dedans dans ça. On peut dire ce qu'on a fait. Voilà. Maintenant, les décisions définitives vont revenir à la tutelle. En tout cas, nous, depuis le début, on a décidé de déclarer les travailleurs soignants les soignants de l'hôpital en accident du travail. Nous avons pris cette initiative sur la base de deux éléments que nous considérons comme étant importants. Un, la jurisprudence par rapport à 2003. Il y a eu une note du ministère de tutelle qui a demandé à déclarer en accident du travail les travailleurs des hôpitaux qui étaient atteints de SRAS. Voilà, donc, on a pris cette note, voilà, la note de 2003. Avril 2003, oui. Exactement. Et deuxième argument, c'est que c'est une maladie nouvelle. On ne sait pas comment les choses vont évoluer. On ne sait pas quel type de complications vont pouvoir être diagnostiquées chez des travailleurs qui ont eu le Covid, bénin, grave, tous ceux qui auront survécu. On ne sait pas quel est le sort de leur évolution. Et du coup, si on déclare un accident du travail, on pourra toujours considérer comme complication tout ce qui pourra arriver. Alors que la déclaration en maladie à caractère professionnel est plus limitative, c'est-à-dire elle prend le modèle de la maladie professionnelle et si un tableau est reconnu, ne seront prises en considération que les complications qui auront été mises sur ce tableau. Et si sur l'évolution à long terme, on a affaire à des complications qui n'y entrent pas, elles ne seront pas reconnues. Donc, avec ces deux arguments, nous, on a déclaré en accident du travail. Je sais qu'il y a des confrères qui ont déclaré en maladie à caractère professionnel et ça se défend aussi. Donc, les deux types de déclarations existent, arrivent à la CNAS, elles sont retenues, pas rejetées. Et j'ai eu à discuter avec une consoeur qui est médecin conseil au niveau de la CNAS, service ATMP. Et elle m'a dit avoir reçu un document de sa tutelle qui lui demandait de répertorier les déclarations des médecins du travail à type d'AT ou à type de MCP. Et certainement, ça va servir dans la délibération qui aura lieu plus tard. Il se pourrait qu'il y ait... Donc, il y a un travail qui est en train de se faire, une réflexion en tout cas. Il y a une réflexion par rapport à ça, d'ailleurs, même dans le bulletin édité par le conseil scientifique de la Société algérienne de médecine du travail. Il y a un petit mot par rapport à ça, effectivement. Et d'ailleurs, je profite un peu de l'occasion à tous nos confrères pour dire qu'il y a un forum dédié aux questions et aux réponses qui a été initié sur le site de la Société algérienne de médecine du travail et qui est géré par le président du conseil scientifique, professeur Nezal. Voilà. Comme ça, il y aura probablement des questionnements et des questions par rapport à ça. Alors, je continue un peu sur ça. Docteur Abdellaoui, en fait, il y a des compléments d'information, en tout cas des remarques. On parle effectivement, le personnel soignant victime de cette Covid pose un réel problème lors de la reprise. Je pense qu'on en a parlé. Dr Zach a parlé effectivement de la même chose que l'AIB. Donc, elle a parlé que la CNAS a demandé aux différents centres payeurs de donner des statistiques sur les déclarations en AT ou MCP pour les cas Covid. C'est bien. Voilà. Alors, Wahiba Drouich. Je trouve la remarque de Madame Fernan très intéressante. Tu devrais la lire. Oui, elle est juste avant celle-là. Oui, je vais y arriver parce que je suis en train de lire un peu. Alors, c'est Madame Fernan, effectivement, il faut plutôt commencer par statuer sur l'aptitude de l'entreprise à recevoir ses employés à la levée du confinement par l'accompagnement des conseils. Je pense que c'est ce que je disais tout à l'heure. On peut analyser effectivement les rythmes. On est pris par ça, oui. Là, parce qu'effectivement, les travailleurs peuvent poser des problèmes, c'est-à-dire que peuvent aller jusqu'au retrait.
même si effectivement le droit de retrait n'existe pas dans la réglementation algérienne, mais ils peuvent aller sur ça, s'ils ne se sentent pas protégés. Voilà. Oui, Maïn. Alors, oui, je suis à la maison et je suis occupée. Voilà. Alors, quand vous déclarez, c'est Wahib Adouich, quand vous déclarez en AT, que mettez-vous dans les cases date et heure de l'accident? Alors, moi, quand la personne me donne la date, l'heure, non, moi je ne mets pas. C'est à la classe d'enquêter. Pour la date, on peut mettre le dernier, le contact suspect, par exemple une garde ou un soin particulier qui a exposé la personne. Si je n'ai pas cette notion, parce que la personne travaille toujours avec des patients Covid, je mets la date de confirmation d'un examen, c'est-à-dire la PCR ou une sérologie. Je fais comme ça, sans que ça soit un truc qui respecte la déclaration d'accident de travail. La meilleure, c'est de retrouver le jour où la personne a été très exposée. Très bien. Alors, Amal Harmel, c'est ça? Qu'en est-il pour les travailleurs en dehors du milieu de soins où on le déclare en AT? En dehors du milieu de soins. Si il a été en contact avec un collègue malade, oui, on a le droit de le déclarer en accident de travail. C'est exactement ça. Si effectivement il était au contact avec, je pense que c'est la réponse. Voilà. Alors, Dr Benchir, qui pose un problème beaucoup plus, un peu plus légal, peut-on proposer à l'employeur la fermeture totale de l'entreprise si plusieurs employeurs sont Covid+. Employés. Je pense que là, à ce niveau-là, on a ce qu'on appelle le droit d'alerte. Il y a ce qu'on appelle le droit d'alerte du médecin du travail, comme le droit d'alerte du travailleur, comme du membre de la CPHS. C'est un cluster. Donc, on a le droit d'alerter sur la situation. C'est un cluster à gérer. Voilà. Mais la fermeture de l'entreprise, ce n'est pas même l'inspecteur du travail n'a pas le droit de fermer une entreprise. C'est une décision administrative du tribunal. Voilà. Par contre, on est en droit d'alerter. Voilà. Alors, maintenant, les travailleurs, à ce niveau-là, peuvent user, même si dans la législation algérienne, il faut savoir qu'il n'y a pas d'utilisation. Enfin, le droit de retrait du travailleur n'existe pas dans la réglementation algérienne. Par contre, le droit de retrait, ça avait dit dans le petit document qu'on a élaboré, c'est que dans la Convention 155 du BIT que l'Algérie a ratifiée en 2006, il existe ce droit de retrait. Voilà. Un petit peu, c'est-à-dire que si le travailleur ne se sent pas protégé, il peut quitter son poste de travail. Il peut alerter. Il doit alerter. Nous, on alerte. Le droit d'alerte existe dans la loi 8807. Oui. Pardon, autre chose, docteur Warek. Non. On n'oublie pas, pour la question de fermer l'entreprise, on n'oublie pas les services d'épidémio. C'est eux qui gèrent les clusters. C'est-à-dire, s'il y a plusieurs cas au niveau de l'entreprise, c'est considéré comme un cluster, c'est quand même le service d'épidémio qui doit gérer ça aussi. Nous, on alerte quand les conditions de travail ne sont pas réunies. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a un risque imminent. Voilà. Et là, bien sûr, quand il y a des cas Covid, il y a bien sûr le service d'épidémio qui travaille. En fait, c'est un travail collaboratif, en fait. Oui. Alors, on continue. Amal Benaouda, en cas de cluster, est-ce qu'on a le droit de recommander une suspension temporaire de l'activité? La même chose, hein, c'est un peu la même. Il faut penser à désinfecter les lieux, il y a tout un processus à engager. Voilà. Alors, Hassiba Abdelawi dit que je partage l'avis du professeur Laïb. La PCR nous renseigne sur la contagiosité, d'autant plus qu'on n'a pas assez de recul pour dire que cette infection est immunisante. Voilà. Alors, donc il dit que le médecin ne fait pas de déclaration AT, l'employeur ou MP, victime, il constate les lésions dans le cadre de la délivrance d'un certificat médical initial. Oui, bien sûr. C'est très bien que c'est un abus de langage que nous avons depuis bien sûr. Et il nous fait une remarque à chaque fois. Oui, nous constatons les lésions, évidemment. Oui, bien sûr que la remarque est justifiée. Mais le professeur Nezel est pertinent. Pourquoi? Parce qu'on parle tout le temps de déclaration. Oui, bien sûr. C'est un abus de langage. Professeur Nezal, déjà bonjour, professeur Nezal, mais ce qu'il doit savoir que nous, notre directeur a accepté de déclarer les cas Covid en accident du travail. Oui, c'est lui qui déclare, nous constatons les lésions. Voilà, et il est, voilà, tout à fait. Voilà.
Donc, il faut que Bien. M. Nizal nous pardonne l'abus de langage. Voilà. Alors, bon, je continue. Quelqu'un qui vous dit qu'il y a effectivement la foire aux questions de l'INT où les travailleurs peuvent poser des questions. C'est vrai, ça, c'est important. Il y a vraiment une foire aux questions au niveau du site web de l'INT, de l'Institut national du travail, où effectivement il y a des spécialistes en droit du travail et tout ça qui peuvent répondre et qui répondent souvent d'ailleurs aux questions. On continue un peu dans dans le chat. Je vais voir un peu, faire un tour aux questions, s'il y a des questions qui sont venues entre-temps. Alors, c'est le docteur Aïchalal qui dit « La fièvre et les signes respiratoires ne sont plus d'actualité dans le diagnostic de la COVID-19. Seule l'anosmie et ou l'agnosie sont pathognomoniques d'une contamination par le SARS-CoV-2. » Elle a parlé des références. Merci, docteur Aïchalal. Alors, ce n'est pas des références algériennes. Est-ce que c'est des références algériennes? Non, elle parle des références OMS. Elle parle de l'OMS. D'accord. Alors, Wahib Adrouish, que faire lorsqu'un soignant porteur d'une maladie chronique sous immunosuppresseur à forte dose qui refuse d'être écarté du risque? Pardon? C'est déjà? Alors, que faire lorsqu'un soignant porteur d'une maladie chronique sous immunosuppresseur à forte dose qui refuse d'être écarté du risque? Bien le protéger. Voilà. Je vous ai dit, il y a des personnes qui sont prêtes à travailler sans restriction. Ouais. Et d'autres. C'est bien qu'il se déclare parce que vous allez être attentif à sa protection. Voilà. Et vous n'allez pas l'obliger. Alors, il est 17h30. On n'est pas loin de la fin de notre webinaire, mais on continue un peu. C'est juste pour rappeler un petit peu les horaires pour la gestion du webinaire. Alors, Dr Hachkoula qui dit merci pour cette conférence très utile dans notre quotidien. Est-il possible d'avoir un protocole qui guide nos confrères médecins du travail qui résume toutes ces préoccupations? Je pense que avis au Conseil scientifique de la santé. Voilà, ça c'est effectivement Dr Hachkoula a raison. Donc le premier bulletin du Conseil scientifique de la santé a été réalisé sur la base des préoccupations justement des médecins. Et j'espère qu'il y en aura un deuxième qui va venir et qui va le compléter. Je parle sous réserve, hein, bien sûr. Alors, on continue un peu on continue un petit peu. Alors, Haïsam qui dit « Quelle plateforme avez-vous utilisée pour faire la téléconsulte puisque le problème de confidentialité et de secret médical peut se poser avec des moyens de communication ordinaires, réseaux sociaux, WhatsApp et tout ça. Non dédié à ce type de communication professionnelle et on a d'habitude besoin, lors de ce type de consultation, d'échanger des documents. » Voilà. Question destinée au docteur Chevet. Ah oui, voilà. Donc, c'était par téléphone et le patient m'avait envoyé ses investigations, ses explorations par photopaper. Voilà. Donc, on a travaillé comme ça. Bien répondu. Docteur Haïdar qui pose la question pour la déclaration en AT. Est-ce qu'on exige la positivité de la PCR? Bon, il m'est arrivé. Je pense on a fait avec ce qu'on a. Moi, je déclare en fonction des symptômes, en fonction du on a déclaré les sujets contacts, les cas probables, les cas confirmés par soit l'ADN, soit la PCR, soit le test rapide. Et jusqu'à ce jour, on n'a pas eu de problème. Et TDM, voilà. Parce que parfois, vous avez quelqu'un qui est symptomatique et, par exemple, une TDM positif, par exemple, je ne vais pas attendre la PCR, ça met du temps pour répondre. Donc, entre-temps, il est mis en AT et en attendant l'exploration. Voilà. Bien. Il ne faut pas hésiter. Alors, M. Houssam Maddin Chenoufi me confirme ce que je disais et me rappelle même le texte, l'article 40 de la loi 88, qui dit effectivement que la fermeture d'une entreprise, effectivement, doit se faire sur la base d'un qarar, donc une décision de la Cour, donc le Mahkama Qasd Daman al-Wiqaya Sahhiya wal-Amn. Voilà. Je disais que même l'inspecteur du travail n'a pas ses prérogatives. Voilà. Alors, Amal Ben Aouda qui dit lors de la reprise d'un personnel de santé Covid+,
est-ce qu'il est nécessaire de le réaffecter dans un service non Covid? Justement, je voulais intervenir sur ça. Quand ça parle de service Covid, de service non Covid, le personnel soignant qui est tombé malade en premier, ce n'est pas les personnes qui étaient affectées au service Covid. Ce sont le personnel soignant qui était affecté à des services non Covid. Et ça veut dire qu'ils ont baissé de vigilance, considérant que les patients qu'ils prenaient en charge n'étaient pas Covid, alors qu'il y a plusieurs autres malades hospitalisés pour d'autres raisons qui étaient Covid+. Et ça a fait une flambée chez le personnel soignant. Donc, il vaut mieux raisonner, comme on l'a dit, mesure barrière pour tout et considérer qu'on peut recevoir des patients Covid dans n'importe quel service et dans n'importe quel type de consultation. Il vaut mieux être prudent et ne pas s'acharner à séparer les services. C'est mon point de vue. Il n'y a pas un autre point de vue, c'est bon? On est Professeur d'accord avec elle. Professeur Nezel qui nous remercie. Félicitations à tous. Merci, professeur Nezel, c'est encourageant. Alors, docteur Abdellaoui qui dit, pour info, j'ai reçu un chirurgien dentiste victime Covid, confirmé par TDM. Les deux premières PCR étaient négatives. La troisième, faite à sa sortie de l'hôpital, est revenue positive. Voilà, elle a donné une petite information. Et l'explication qu'il avait encore un petit bout d'ARN qui traînait au fond de sa gorge. Exactement. Alors, docteur Linda Ben Yahya qui dit, les sujets contacts d'un cas Covid-19 sont identifiés et suivis par le CEMEP territorialement compétent. Oui. Qu'en est-il en entreprise? Je pense que ça devrait être la même chose. Il faut considérer. On les signale voilà, au même titre que ce qu'on fait. Par exemple, les soignants qui sont malades chez nous, ils viennent chez nous pour une prise en charge particulière, mais ils passent par le circuit normal, c'est-à-dire pour être recensés dans toute la population qui est malade. Voilà. Oui, de toutes les manières, il y a le médecin de travail a une j'allais dire dans ses activités l'enquête. De toute façon, on a eu des situations avant, quand il y avait des tuberculoses au milieu de travail, où il y avait l'enquête effectivement qui visait au milieu du travail. Mais le CENAP, effectivement, dans cette situation, et là je parlais tout à l'heure de travail collaboratif, c'est-à-dire qu'il y a un travail effectivement pluridisciplinaire qui fait que finalement la prise en charge de cette pandémie ne peut pas se faire par une personne ou une autre. Exactement. C'est juste, moi je rappelle toujours aux employeurs qu'ils ont un médecin du travail en face, qui peuvent consulter et qui est leur conseiller. Voilà. Oui, docteur Cassel. Je voulais revenir sur les PCR. N'oublions pas qu'il y a des faux négatifs et des faux positifs. Et tout à l'heure, on écoutait ensemble au service une vidéo, je ne sais pas quoi, Madame Laïb nous a fait écouter. Quand une PCR est négative, parce qu'on fait un prélèvement au niveau du nez, au niveau de la gorge, le virus stagne un moment là-bas et après il descend au poumon profond. C'est pour ça que parfois les PCR sont négatifs alors que le patient est malade et porteur et contaminant. Voilà. Il y a quelqu'un qui fait une remarque. Bon, il y a effectivement des remerciements des uns et des autres, mais bon, je voulais juste Armel. Voilà. Elle dit que dans les services non Covid, ça manque de moyens de protection, notamment les masques FFP2, ils n'ont pas une baisse de vigilance, du moins pas principalement. Ouais. Voilà, je suis d'accord avec le maître. Ça arrive aussi, c'est vrai. Ouais. Et j'ajouterai une troisième source, c'est qu'on prélève du personnel des services dits non Covid que l'on fait travailler dans des consultations de tri Covid, alors qu'ils ne sont pas préparés, comme je le disais tout à l'heure dans mon intervention, à une vigilance de tous les instants, comme ceux qui sont habitués à prendre en charge ce genre de consultation. Et donc, ça multiplie les occasions de se faire contaminer. Oui. Alors, je prends une dernière question du docteur Belkadi, Zineb Belkadi. Bonsoir. Est-ce qu'on laisse les soignants vulnérables travailler en unité Covid? Merci. Non. On Voilà. les a écartés. On a été, je crois, les précurseurs d'enlever les personnes vulnérables des services Covid. Voilà. Oui. Et on remarque bien que dans cette pandémie, effectivement, il n'y a pas d'ordonnance toute faite. Oui. Il y a du cas par cas. Ouais. Il y a la gestion du cas par cas. Voilà. Je crois qu'on est à la fin de notre webinaire et j'aimerais, avant de clôturer, demander à chacun de vous de donner un petit mot, de faire quelque chose, un petit commentaire. Allez-y. Aya, en avant.
Professeur Laïb ou professeur Kassed, docteur Cheikh, allez-y. Chacun va donner son point de vue par rapport à tout ce qu'on a eu. Eh ben, Et moi, puis, voilà. je remercie tous les participants. D'accord. Bon, il y a certaines remarques qui étaient très fructueuses. Et pour ceux qui ont des difficultés à prendre en charge des cas suspects, ils peuvent se rapprocher du service de médecine du travail pour partager avec eux notre expérience. Et je les remercie tous. Et je vous remercie surtout vous, docteur Warek, ainsi que tous les webinaires présents. Merci. Professeur Kassed. Merci pour ce webinaire. C'est mon premier webinaire. C'était pas si facile que ça. Je voulais revenir sur les moyens de protection qui se font rares et donc il faut faire très attention. Il ne faut pas baisser de vigilance. Et sachant qu'au bout de, ça nous fait notre 4e mois, c'est ça? Je ne me trompe pas. Oui. Sans citer le janvier-décembre dont a parlé Madame Naïb parce que c'était aussi stressant par rapport aux grippes qu'il y avait auparavant, le H1N1 entre autres. Il ne faut pas baisser de vigilance parce qu'on commence à fatiguer et quand on est fatigué, on commence à ne plus respecter les mesures barrières. Donc, essayons, parce que moi-même déjà, il y a certaines choses que je ne fais plus que je faisais au mois de mars. Donc, essayons de tenir encore le coup. Voilà. Je vous remercie pour vos encouragements. Professeur Laïb. Je voudrais remercier tous ceux qui nous ont écoutés, partagé avec nous leur point de vue. Je voudrais m'excuser au cas où on était à côté ou on n'a pas tout à fait répondu à certaines de ces questions. On pourra y revenir si l'occasion se présente. Merci pour cette qualité d'animation, Dr Warek. Je crois que chacun de nous a pu avoir le loisir d'exprimer son point de vue, son expérience et partager avec beaucoup de noms qui sont passés, qui certains sont nos collègues, nos confrères, voire des amis à qui je fais un grand coucou et je leur dis prenez soin de vous et prenez soin des soignants. Ouais. Merci, professeur Laïb. Bon, pour ma part, effectivement, pour clôturer un peu ce webinaire, je dois faire des remerciements. D'abord, je remercie un petit peu nos spécialistes et nos experts en santé au travail pour la pertinence de leurs réponses et effectivement pour cette animation extrêmement intéressante. Je tiens aussi à remercier effectivement le directeur général de l'INT, M. Dridi, et son staff, ainsi que le partenaire employtique, notamment Mme Hadj Ahmed qui a été avec nous et qui nous a assuré un peu le volet technique de ce webinaire et pour cette initiative. Alors, moi, je vais transmettre les salutations à tous ceux qui étaient là avec nous, mais pas uniquement, mais tous ceux qui sont un peu partout et qui prennent en charge, notamment les médecins du travail du terrain, qui prennent en charge les travailleurs. Et je leur dis bon courage à tous. Et je sais que c'est une période extrêmement difficile et que chacun de nous, effectivement, est en train d'essayer de trouver des solutions. Je maintiens, pour parler effectivement de collaboration, ça c'est important, il faut effectivement collaborer entre les services, collaborer entre les différentes structures, et ça je pense que le travail collaboratif va nous amener effectivement à dépasser effectivement cette situation. Voilà, et je rassure un petit peu la plupart des collègues qui ont dit que j'espère que ce ne sera pas le premier. Non, j'espère qu'on en aura un autre. On verra avec les équipes concernées, les organisateurs, et peut-être effectivement aller sur une thématique particulière. Alors pour ceux qui n'ont pas pu poser des questions, en tout cas qui n'ont pas pu avoir de réponse, il y a effectivement la foire aux questions de l'INT, mais aussi il y a le forum effectivement du Conseil scientifique de la SAMT, qui n'ont qu'à aller effectivement se positionner là-bas, poser les questions, ils auront des réponses. Merci à tous et bon courage. Voilà, merci. On termine. Merci. Au revoir. Au revoir à tous. Au revoir. Au revoir.